merci de votre présence. Merci de nous avoir donné la chance de présenter ce produit qui est nouveau sur le marché marocain. Je suis très content d'avoir en présence de Maître Mjaoui parce que ça va être d'une grande utilité pour nous parce qu'on manque de références sur le marché marocain. On n'a pas beaucoup de cas qui se sont présentés, on s'est beaucoup appuyé dans notre travail sur les cas qui se sont présentés dans les pays développés, notamment les États-Unis, l'Angleterre, la France, sur les cas marocains. Malheureusement, la majorité des cas qui se sont présentés, c'est des cas qui ont conduit au pénal et ça prend des tournures qui ne nous permettent pas de savoir quel est l'aboutissement final par rapport à la responsabilité des dirigeants. Donc, ce contrat, il est né de couverture de responsabilité des dirigeants. C'est un contrat qui est né aux États-Unis. Ils étaient les précurseurs qui ont cherché à couvrir leurs dirigeants parce que les dirigeants ne voulaient plus prendre de responsabilité par rapport à la décision de gestion. Et donc, il fallait trouver un mécanisme pour assurer une couverture des décisions qui sont prises de bonne foi, bien sûr, pour les protéger contre le système judiciaire américain, qui est un système qui cherche par tous les moyens la responsabilité, que ce soit sur un plan civil ou sur un plan de gestion. Donc, on va voir, on a essayé de faire un travail par rapport au contexte marocain, parce qu'il faut savoir que sur le marché marocain, on n'a pas de police marocaine, on n'a pas de police d'assurance marocaine. Parce qu'il n'y a pas de compagnie d'assurance qui a négocié ce qu'on appelle un traité d'assurance. Un traité d'assurance, c'est comme le contrat d'assurance qui est signé par une compagnie d'assurance pour faire assurer son portefeuille. À l'exception, peut-être dans le passé, la compagnie Zurich qui a quitté le marché, qui a été remplacée, qui a été rachetée par la compagnie Alliance, qui ont ramené leurs produits sur le marché marocain. Ils ont essayé de faire une adaptation. Les autres, ils traitent les dossiers au cas par cas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un cas qui se présente, ils vont aller voir le réassureur pour souscrire le contrat. Et le plus souvent, j'ai eu à voir les contrats de quelques entreprises publiques très très importantes sur le marché marocain, et des contrats qui ont été signés en anglais, tels qu'ils ont été soumis par le réassureur étranger, et en cas de litige, le recours se fait au niveau des tribunaux internationaux. C'est le désastre. C'est le désastre. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont appris qu'il y a une police, alors on va souscrire et on se met dans cette situation qui est très difficile. Donc, on a essayé de voir un peu, compiler les textes de police d'assurance étrangère, américaine et anglaise, et voir dans quel cadre on peut faire des similitudes avec les textes marocains pour essayer de sortir un contrat qui soit adapté au contexte marocain. Donc, on va voir comment ce contrat peut être mis en œuvre. On va voir le régime juridique, et c'est là où l'intervention de Maître Mjaoui est très très importante. C'est beaucoup plus importante que la mienne, parce que c'est des hommes de loi. Quelles sont les natures de fautes qui peuvent être reprochées aux dirigeants et les types d'actions. Puis on va parler de contrat d'assurance, qu'est-ce qu'il couvre, quelles sont les bases du contrat, les assurés, la notion d'assuré qui est, Madame Banani vient de citer, qui est un peu différente, voire un peu plus large que ce qui est prévu par les textes de loi au Maroc. C'est-à-dire qu'on dépasse de loin la notion de mandataire social, on peut aller jusqu'au comptable qui a une délégation de pouvoir, qui a dû signer un ordre, une opération quelconque, et dont la responsabilité peut être engagée, donc du coup, la responsabilité de son patron, et ainsi de suite. Donc on va voir les principales extensions de garantie. C'est une notion qui est très importante, parce que le dirigeant, quand il quitte son poste pour X raisons, il peut être démuni de tout pouvoir, démuni de moyens, et il peut avoir des biens qui sont en communauté avec son épouse,
ou bien qu'il décède et laisse quelque chose à ses enfants, et du coup, il y a un procès qui est en cours, ils risquent de perdre ce qu'ils ont. Donc, il y a des extensions qui sont prévues par la police qui peuvent aider à assurer ce type de... Nous allons parler d'exclusion, les principales exclusions, sachant que c'est quelque chose qui change tout le temps. Le contrat d'assurance, il faut le retenir, c'est un contrat tout risque sauf. Tout risque sauf, c'est-à-dire qu'on couvre tout, sauf ce qui n'est pas couvert. Contrairement au contrat que vous voyez tout le temps, par exemple votre contrat d'assurance automobile, c'est un contrat à péril dénommé. C'est-à-dire on couvre ça, ça et ça. On couvre l'incendie, le vol, la responsabilité. Un contrat de risque sauf, je couvre tout, sauf ça. Et ce qui n'est pas couvert, ce qui n'est pas exclu est couvert. Donc le contrat responsabilité civile de mandataires sociaux, ce que je vous présente, c'est juste l'ossature. Je ne vais pas vous donner le contrat, parce que le contrat il change d'un organisme à l'autre. Donc je ne peux pas, je n'ai pas la prétention de dire que voilà le contrat. Je vous dis quelles sont les grandes lignes du contrat. Après, c'est en fonction de votre problématique, en fonction de votre cas, on va regarder qu'est-ce qui peut être couvert, ce qui ne va pas l'être. On va parler de montant de garantie. Qu'est-ce qu'on couvre? Qu'est-ce que je vais proposer? Parce que vous n'allez pas dire à votre assureur, donnez-moi un contrat responsabilité de mandataires sociaux. Il va faire quoi? 1 million de dirhams? 2? Pourquoi 1? Pourquoi 2? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Donc, je vais vous donner quelques idées par rapport à ce qui se pratique dans les pays développés par rapport à ce montant de garantie, franchise, et ainsi de suite. Donc, quelques chiffres. Il n'y a pas beaucoup d'études en Europe. Et c'est vrai que la Commission européenne, ils ont fait une étude sur le marché des assurances. Il y a un chapitre où ils parlent de responsabilité mandataires sociaux. Aux États-Unis, il y a un observatoire de la responsabilité des mandataires sociaux. Donc, il y a un cabinet Tao Watson qui travaille pour la performance d'entreprise, qui aide les entreprises à devenir plus performantes, à suivre les indicateurs de ces entreprises-là, qui fait des études. Ils sont à la 34e étude sur les mandataires sociaux. Donc, vous rentrez sur Internet, ils sont publiés. Et en 2011, ils ont démarré un travail où ils ont étudié vraiment le profil des souscripteurs, la nature des risques, la nature d'activité des entreprises et ainsi de suite. Et j'ai quelques chiffres qui sont très très importants. 69% des dirigeants qui ont répondu au questionnaire, ils se sont posé des questions à leur entreprise. Ils ont posé la question à l'entreprise. On est couvert comment? Quel est le montant de la garantie qui est pour nous? Donc ils sont inquiets parce qu'ils veulent savoir est-ce que l'entreprise, est-ce que la direction financière, est-ce que le conseil d'administration a autorisé une augmentation des limites? Peut-être que l'entreprise, il a fait une croissance, il a fait une introduction en bourse, et on n'a pas pris en considération ces éléments nouveaux. Et donc, 69% des gens qui ont répondu à l'enquête, ils se sont posé la question en 2011 par rapport à pourquoi? C'est juste après la crise financière. Beaucoup de gens ont été poursuivis, pas uniquement aux États-Unis, dans pas mal de pays. Donc, 69%, ce sont un quart des dirigeants ont demandé une augmentation des limites. Un quart des dirigeants consultés ont demandé une augmentation des limites. Ils ont estimé que le montant que l'entreprise qui a été assuré par l'entreprise n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le risque est très important. 29% des entreprises ont déclaré avoir fait face au moins une fois à une réclamation. Une réclamation, c'est une demande de dommages et intérêts ou demande de remboursement d'un préjudice pendant les 10 dernières années. Vous voyez l'ampleur un peu des phénomènes que ça prend dans les pays développés, disons plus structurés. Parce que chez nous, certainement, il y a des cas qui se présentent, mais vu qu'il n'y a pas de police d'assurance, on ne sait pas comment ils sont réglés, puis il n'y a pas de communication par rapport à ce qui se passe au niveau des tribunaux. Peut-être que Maître Mejaoui va nous donner quelques précisions par rapport à certains cas qui se sont posés chez eux. 42% des poursuites ont concerné un défaut d'information. Bilan inexact par rapport à une baisse de chiffre d'affaires
déclaration de perte de chiffre d'affaires, de perte de clients. Une information qui peut aider un actionnaire, aider quelqu'un, un banquier par exemple, aider un banquier à prendre la bonne décision par rapport à l'entreprise. 81% des réclamations des entreprises sondées ont trait à des problèmes de réglementation. Il y a un changement au niveau des cadres réglementaires tout le temps, notamment tout ce qui a trait au marché des capitaux, la loi fiscale. Beaucoup de dirigeants n'ont pas le temps peut-être de voir quelles sont les nouveautés, ils n'anticipent pas la décision. Donc c'est un ensemble d'éléments clés qui ont été publiés par cette étude-là, qui est très intéressante, qui vous donne un peu une idée par rapport à l'ampleur de ce phénomène de la responsabilité civile des mandataires sociaux. Donc, quels sont les fondements, ce qu'on va voir, quels sont les fondements de la mise en cause de la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous sommes obligés d'utiliser cette police pour couvrir ce risque-là. Quel est le régime juridique au Maroc? Quelles sont les références par rapport à cette police au Maroc? Quels sont les différents types d'actions? On va parler de contrats d'assurance, des assurés, de l'extension de garantie. Pauvres dirigeants, donc le problème, il peut venir de quoi? Un tiers quelconque. C'est au sens très très large. Ça peut être un salarié à l'intérieur de l'entreprise qui n'est pas content de la manière dont une décision a été prise. Du coup, leurs salaires ont été retardés. Pourquoi? Parce que le dirigeant a acheté une voiture de luxe et la société est en difficulté ou qui n'est pas capable de payer les salaires dans les délais. Donc, du coup, il peut décider d'engager un procès contre son patron. Un client, un fournisseur, une personne qui est un actionnaire. Donc, n'importe qui peut être considéré comme étant un tiers. Contrairement à la police d'assurance, responsabilité civile, exploitation, ce que vous avez tous dans vos entreprises, cette police-là, les salariés ne sont pas considérés comme étant des tiers dans la police parce qu'ils font partie de la famille de l'entreprise. C'est eux qui causent parce que vous êtes responsable d'eux. Donc, quand le salarié fait un dommage, quand il cause un dommage à autrui, c'est vous qui êtes responsable parce qu'il l'a fait pendant sa mission. Contrairement à cette police-là, elle est considérée comme un tiers par rapport à l'assuré, qui est le dirigeant, parce que l'assuré, c'est le dirigeant. Alors, ce tiers-là, il a un préjudice financier, quelconque, il s'estime être lésé financièrement. Là, je ne suis pas en train de parler des préjudices pénal, c'est-à-dire matériel qui peut conduire à un problème pénal. On ne parle que des problèmes des préjudices financiers, c'est-à-dire une perte quelconque de ressources, de moyens financiers. Donc il va chercher la responsabilité du dirigeant par tous les moyens, il fait une réclamation, il peut aller au tribunal, même une lettre de réclamation, il est déclaré à la compagnie d'assurance. Une simple lettre, parce que la compagnie d'assurance peut l'évaluer pour dire attention, si ça aboutit, qu'est-ce que ça peut entraîner? Donc ils la prennent au sérieux. Qu'est-ce qu'il risque le dirigeant? C'est la perte de son patrimoine. Parce que c'est lui qui doit payer. Parce que la réclamation lui est adressée personnellement, n'est pas adressée à l'entreprise, elle est adressée au dirigeant. Donc c'est lui qui va devoir payer de sa propre réclamation. Donc, un tiers, ça peut être une personne physique ou morale, qui s'estime lésée financièrement. Il décide que c'est un ou plusieurs dirigeants qui sont les véritables responsables de ces déboires. Il met en cause la responsabilité civile personnelle de ces dirigeants pour une décision qu'ils ont prise, ou le cas le plus fréquent, pour une décision qu'ils auraient dû prendre, qu'ils n'ont pas prise, ou prise trop tard par défaut d'information. Donc, dès qu'il y a une allégation quelconque, la responsabilité civile, elle est engagée.
Donc ce tiers, bien sûr qu'il faut qu'il démontre qu'il a été lésé et qu'il a perdu quelque chose à cause de cette décision qui n'a pas été prise. On ne va pas s'amuser à accepter toutes les réclamations, sachant qu'ils ne sont pas fondées. Maintenant, dès que cette personne peut justifier que par la décision du dirigeant, il a perdu quelque chose ou qu'il n'a pas gagné quelque chose, donc il peut la mettre en cause. Le tribunal, qu'est-ce qu'il fait le tribunal? Il condamne le dirigeant à payer sur leurs biens propres les sommes en jeu. Si ces sommes sont importantes, le dirigeant va se trouver dans une situation très très difficile. D'où l'utilisation de la police d'assurance. Donc l'assurance va se substituer à ce dirigeant pour prendre en charge le paiement de la réclamation quand cette réclamation est justifiée, quand il n'est pas d'ordre pénal, parce que tout ce qui est pénal est personnel, personne ne peut se substituer à une autre personne pour régler des réclamations pénales. Donc ils vont payer à sa place les frais de cette réclamation, plus les frais de défense. Et ces frais de défense, à mon sens, ils sont beaucoup plus intéressants que le dommage lui-même. Beaucoup plus important. On va le voir en dessous, donc, parce qu'on couvre beaucoup de choses au niveau des frais de défense et du dirigeant. Avant de voir la réglementation marocaine, qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant soit responsable? Regardons un peu pourquoi ce système-là est né aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que la responsabilité des dirigeants est très importante au niveau des pays anglo-saxons? En droit anglo-saxon, il y a 3 principes. La duty of diligence, la duty of loyalty et la duty of obedience. Qu'est-ce que ça veut dire? La duty of diligence, c'est-à-dire que le dirigeant doit gérer l'entreprise en bon père de famille. On ne peut pas écrire ça dans des procédures. En bon père de famille, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les précautions, il faut instaurer tous les comités. On peut vous reprocher de faire trop de comités, comme on peut vous reprocher de ne pas en faire de comités. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre. Un dirigeant, il a un savoir-faire, mais une fois sur le terrain, il va utiliser la démarche appropriée pour gérer l'entreprise. C'est le principe de la gestion en bon père de famille. La duty of loyalty, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne doit rien faire qui a un intérêt avec sa personne. C'est-à-dire quelque part, toutes les décisions, il n'y a rien qui fait qu'il y a un lien entre la décision et l'intérêt qu'il aurait pu tirer de cette décision-là. Quelqu'un qui va dire, écoutez, j'ai un magasin, je vais le vendre, je vais le mettre à la disposition de l'entreprise, le prix du marché, non, ça va vendre le même prix du marché. Il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit, même si vous faites l'expertise, vous faites ce que vous voulez, c'est dangereux. Cette décision, si vous pouvez l'éviter, il vaut mieux l'éviter. Ne pas vendre ce bien-là à cette entreprise, et comme ça, il y a une séparation totale. Personne ne va vous reprocher par la suite. Parce que si cette activité-là n'a pas marché, parce que le cabinet marketing qui a fait l'étude, il a mal considéré la région, et vont dire, c'est un magasin qui n'est pas bon, donc il y a un lien de causalité, etc. Et la duty of obedience, c'est très simple, respecter le règlement intérieur de l'entreprise. À commencer par les statuts. Donc, ce qui est prévu dans les statuts, il faut le respecter. Donc, le principe américain, c'est sur lequel s'est basée la mise en place de cette police d'assurance, c'est déjà le respect de ce qui est prévu. Donc, quand on met en place un statut, beaucoup de gens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent créer une entreprise? Ils vont chez la fiduciaire, ils disent fais-moi des statuts d'une SARL. Ça y est, il va dire je vais te copier le statut. Tu vas faire quoi comme activité? Mets-moi un garage de réparation, je ne sais pas quoi, import-export. Allez-y, import-export. De quoi? Mettez tout. Après, ce monsieur, il va acheter un terrain pour faire un entrepôt. Par la suite, cette zone-là devient une zone qui est autorisée pour la construction d'habitations. Bien, on va faire un projet immobilier. Est-ce que tu as ça dans les statuts? Non, tu n'as pas. Tu n'as pas le droit. Même si tu vas tirer une somme d'argent qui est très importante. Parce que si demain,
tu vas prendre un peu d'argent d'entreprise pour le mettre dans ce projet immobilier et que ce projet immobilier, tu n'arrives pas à le vendre, c'est problématique. Donc, retour en arrière. C'est cette décision qui n'est pas conforme au statut. Donc, le dirigeant, il est coincé directement parce qu'il a dérogé au statut d'entreprise ou au règlement intérieur. Donc, c'est les 3 principes qui sont suivis dans tout le droit anglo-saxon, notamment USA, Angleterre, Canada. C'est les pays où la responsabilité civile, mandataires sociaux, il a plus de boulot. D'autres pays commencent à s'intéresser sérieusement à cette responsabilité civile. C'est les pays asiatiques, la Corée du Sud, le Japon, où ça commence à prendre vraiment une forte dimension. En Europe, depuis 20 ans, ça a démarré. C'est vraiment, ça reste encore en état embryonnaire. Il a une durée de vie de 20 à 25 ans. C'est arrivé avec l'arrivée des multinationales dans les pays européens. Surtout en France, c'est moins développé que dans d'autres pays tels que la Belgique par exemple, où il y a plus de multinationales, donc plus de police souscrite. Le cas marocain, qu'est-ce qu'il y a dans les textes de loi marocains? Je donnerai peut-être la parole à Maître Mjaoui pour parler un peu du cadre juridique avant de vous lister un peu les quelques textes qu'on a pu recenser sur lesquels nous nous basons pour un peu expliquer cette colonisation. Bonjour. في البداية مداخلة لكم باللغة العربية. تشكر أولا منظما لهذا اللقاء إنه فعلا موضوع جد مهم باعتبار أنه كان واحد النوع من التنسيق ما بين المحاكم القطاع العام والقطاع الخاص، وهذه فرصة طبعا لتبادل الآراء وتوضيح بعض المواقف خصوصا على مستوى العمل القضائي. طبعا بالنسبة للمسؤولية المدنية، المسؤولية المدنية كما تعرف الجميع هو أنه كاين عدة نصوص. كاين النص العام التكست جينيرال، ومن بعد كاين النصوص الخاصة. النصوص الخاصة يمكن تكون عندها شي مشكل، دائما سنبحثوا على النص الخاص. طبعا الارتيكل 77-78 بالنسبة للفصلين هادو يتعلقوا بالقواعد العامة. معنى القاعدة العامة على أنه هذاك الأساس ديال المسؤولية. أساس المسؤولية هو الفصلين اللي جابوهم الشريعة في قانون زمالة العقود. إذا حينما يقع مشكل ما نرجع إلى مقتضيات قانون زمالة العقود، نبحث عن الأساس. وحينما نحدد هذا الإشكال نبحث عن النص الخاص. لماذا؟ لأن المشرع سينص على واحد القاعدة تقول بأن النص الخاص أولى بالتطبيق على النص العام. إذا أنا بغيت نطبق على واحد الإشكال سنقلب على النص الخاص هو الأول، ومن بعد نبحث على لما لقيت شي في النص الخاص نرجع إلى النص العام. ولاحظوا على أن حينما يتعلق الأمر بنص خاص، هذا النص الخاص لا يطبق إلا على تلك الحالة التي نظمها المشرع. إذا ما يمكنش نقيسوا عليها، ما يمكنش نطبقوها في مسألة أخرى. فإلا جعلنا المادتين حسب ما قال السي حبوبي كان يتحدث عن المسؤولية بصفة عامة، إذا جعلنا الفصلين عفوا 77 78 غادي تلاحظوا اللي مهم فيهم. سأعتذر مرة ثانية على التهيئ المسبق، ولكن مهم باش نرجعوا على النص نشوفوا غير المقتضيات ديال النص ماذا تقول، ماذا النص المشرع. خصوصا المادة 78 المشرع سيقول أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر،
وكل شرط مخالف ذلك يكون عديم الأثر. وهذا وليس من هنا هو هذا. والخطأ لفظه، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله. إذا ما يجب فعله فلا نقلب عليه، نقلب على فين ما يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، أو أن الإنسان سيقوم بواحد الفعل سيقول للمشرع ما خصكش تقوم به. إذا هنا سيكون عندنا الخطأ. فإلا رجعنا طبعا حنا نتحدث عن المسيرين أجهزة الإدارة ديال الشركات وديال المقاولات، فما يجب فعله وما يجب عدم فعله محدد بموجب أولا موجب القوانين، ثانيا بموجب الاتفاق، لأن حينما يتعلق الأمر نتحدثوا على النظام الأساسي للستاتيو راه هما يعتبروا عقود هذيك، يعني النظام الأساسي للشركات يعتبر عقد يبرم بين الشركاء. إذا هذا أولا العقد هو هذا الاتفاق في النظام الأساسي، وكذلك ما استجابه المشرع بموجب النص الخاصة. إذا حنا الآن عندنا حالة تنبحثوا نشوفوا أولا نوع الشركة شنو هي. علاش نوع الشركة؟ لأن المشرع كذلك خص كل نوع من الشركة خاصها بمقتضيات خاصة. عندنا قانون ديال 1795 متعلق بقانون الشركات المساهمة، وعندنا القانون 0596 متعلق بالشركات ذات مسؤولية محدودة والمحاصة والتسوية البسيطة. إذا هذه كلهم قوانين خاصة. إذا المقتضيات إذا رجعنا مثلا للقانون ديال الشركات المساهمة غتلقى مثلا أن المشرع نظم بعد ما نظم لنا الإجراء ديال التأسيس والالتزامات الموقعة على عاتق المسيرين، جات واحد المادة 92 ونصنا على المسؤولية، نسميها المسؤولية المدنية. من المسؤولية ديال المسيرين طبعا المسؤولية المدنية عطانا مثلا عفوا ماشي مادة 92 ولكن مادة الناس تحدثوا على الشركات المساهمة مادة 39. هذا نقرا لكم بعجالة، هذا النص هذا مهم باش نعرفوه انه تحدد لنا مظاهر المسؤولية كيف استعمال المسؤولية. هي سهل على كل واحد فينا يرجع للنص القانوني، ولكن القراءة ديالو اللي هي ربما تسهل. إذا أولا المشرع في المادة 39 عرفنا شنو هما الأجهزة. حنا تنهضروا على المسير تقول شكون هو المسير؟ واش هو رئيس مجلس الإدارة؟ واش أعضاء مجلس الإدارة؟ واش هو مجلس الرقابة؟ واش كما قال التحديث الأول واش هو المحاسب؟ واش هو الفينونسي؟ واحد. إذا شكون هو هذه المسألة سيحددها المشرع. قال المادة 39 قال يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من 3 أعضاء على الأقل 12 على الأكثر، ويرفع هذا العدد إلى 12 عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة. غير أنه في حالة الإدماج ما سهمناش يمكن مجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه. إذا المشرع لاحظوا على أن المشرع سيحدد لنا شكون هما أعضاء مجلس الإدارة. يمكنش حنا نجيو نقيسوا عليها نقولوا هذا راه. إذا المشرع هو الذي يحدد لنا من هما المعنيين بمفهوم مجلس الإدارة. المادة 78 تتحدث عن الشركات ذات مجلس إدارة جماعي. إذا هذه الشركات هذه كذلك حددنا المشرع شكون هما الناس المعنيين بإدارتها. إذا أولا شرط مهم وأساسي لابد من تحديد هذه الفئة. قلت لكم بالنسبة للمادة المسؤولية، إذا دينا من المادة الأولى تعلق القانون ديال الشركات المسؤولية إلى غاية المادة 349 تحدث على المسؤولية المدنية، غتلاحظوا على أن المشرع تيحدد بموجب هذا القانون هذا أولا إجراء ديال التأسيس ديالها، إجراءات ديال عقد الجموع ديالها، الاختصاصات الموكولة للأجهزة، كيفية الاستدعاء إلى الجموع العامة، كيفية مثلا اتخاذ القرارات. إذا كل هذه المسائل كلها منظمة بموجب القانون. إذا هذه المقتضيات كلها تندرج فيما يجب، لاحظوا، فيما يجب أن يقيم به.
اذا المشرع سيقول لاجهزه الاداره ها ما عليكم القيام به بكذا بكذا في هذه المرحله في هذه المرحله. اذا جميع المراحل يحدد لهم ما يجب القيام به. اذا الا جعلنا الماده مثلا 349 من هذا القانون ديال الشركات المساهمه على بعجله، يعتبر كل من مؤسس الشركه وكذا المتصرفين الاولين اللي اسسوا الشركه، المتصرفين الاولين واعضاء مجلس الاداره الجماعيه الاولين واعضاء مجلس الرقابه الاولين مسؤولين متضامنين. لاحظوا هنا فعل المسؤوليه، مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه في عدم مدى تضمين النظام الاساسي للشركه بيانا الزاميا ما او اغفال الاجراء ينص عليه القانون في باب تاسيس الشركه او القيام به بشكل غير صحيح. اذا لاحظتوا على ان المشروع كان واضح على هذا المستوى، تيبين لنا ما هي الالتزامات المقاسه على عاتق هاد الاعضاء هذا. اذا وهكذا اذا غادي نرجعوا للمواد من 349 الى 355 مقرر، كلها تتحدث عن المسؤوليه المدنيه. هذا بالنسبه للمسؤوليه المدنيه. طبعا سنعرف المقصود بالمسؤول المدني، معناه على انه تتم رفع هذا الطلب المتعلق بهذا الخطا الى المحكمه المدنيه. المحكمه المدنيه طبعا هي المحكمه هي التجاريه، لان المحكمه التجاريه تعتبر محكمه مدنيه في اطار المسؤوليه المترتبه. علاش؟ لان المشرع بموجب هذا القانون حدد على النزاعات المترتبه عن تطبيق هذا القانون ترجع الى المحاكم التجاريه. اذا المحاكم التجاريه مختصه في هذا الشان. ولكن ما تنساوش كذلك كاينه الدعوه الجنحيه، كاين الجانب الزجري. الجانب الزجري طبعا ان تثبت فيه المحاكم التجاريه ونثبت فيه المحاكم الابتدائيه او المحاكم الزجريه. بحال عندنا حنا في الدار البيضاء عندنا محكمه زجريه خاصه بالقضاء الزجري، ولكن في محاكم اخرى اللي ما فيهاش محاكم القضاء الزجري كاين المحاكم الابتدائيه اللي في عندها القسم الجنحي. غتقول لي ما هو العلاقه ما بين هذا الزجري والمسؤوليه المدنيه؟ كاين واحد الدعوه كنسال في الجميع ان هناك الدعوه المدنيه التابعه، معنى اننا مثلا تكون عندنا الدعوه الجنحيه، وطبعا الدعوه الجنحيه تكون بناء على نوع الشكايه تعطيها النيابه العامه، والنيابه العامه هي تحرك المتابعه. حينما تعرض على القضاء الجنحي هنا المتضرر له الحق ان يتقدم بواحد الدعوه اللي هي الدعوه المدنيه في اطار المسؤوليه المدنيه، تسمى في القانون الجنحي طبعا تسمى الدعوه المدنيه التابعه، اللي هي تابعه للدعوه الجنحيه. وهنا غير باش نفتحوا القوسين نسمح باش عرفوا واش ندخلوا في هذا الاطار ولا لا، لان في جميع الاحوال تبقى هي دعوه مدنيه ولكن هي تابعه للدعوه الجنحيه. بالاضافه طبعا الى هذه المسؤوليه المدنيه، المشرع حدد واحد مجموعه من العقوبات الزجريه بالنسبه للمسيرين. وطبعا هما كاين مجموعه من المخالفات كما يتعلق بالتاسيس، يعني مثلا تاسيس الشركه اول مره كاين مجموعه المخالفات اذا تم اقترافها فتكون هناك متابعه جنحيه. كاين المخالفه المتعلقه بالاداره والتسيير، وطبعا هذا كله محدد بموجب النصوص. كاين المخالفات المتعلقه بالجمعيات المساهمين كاين المخالفه المتعلقه بتغيير راس المال، ولا ترفعوه ولا تخفضوه، يعني دي مساله مزاجيه عندها ضوابط، عندها اسباب، عندها اسس، عندها معايير. اذا الى تم اتخاذ قرار ديال رفع راس المال او خفضه بدون مراعاه هذه المقتضيات فذلك يرتب مسؤوليه ويرتب عقوبه جنحيه زجريه. كاين المخالفه المتعلقه باستهلاك القيم الاسميه راس المال، معناها ان كاين مثلا واحد الشركه تم الاستهلاك براس المال ديالها ومع ذلك هي مستمره في اخذ يعني لا زالت قائمه تدير اشغالها ورغم ان راس المال ديالها يعني تم استهلاك واحد جزء منه مهم، فهذا يعتبر مخالفه ويرتب يعني متابعه زجريه. طبعا هناك مخالفه متعلقه بمراقبه الشركه وبحل الشركه والشر، لان كلها مسائل تندرج في اطار يعني العقوبات التي يمكن ان تلاحق مدراء او مسيري الشركات. بالاضافه طبعا الى هذه النقطه اللي تحدثنا تخص فقط هذا النوع من الشركات اللي يجينا الشركات المساهمه، وبالتالي ان هذه المقتضيات ما يمكنش نطبقوا على شي نوع من الشركات الا اذا سمح بها المشرع. قالنا بان
المقتضيات المنص عليها في القانون ديال الشركات المساهمه يمكن يطبقها كذلك على قانون بعض الشركات الاخرى. وهنا غنشوفوا مثلا في القانون ديال الشركات ذات مسؤوليه محدوده لا ريسبونسابيلتي ليميتي، هذه كذلك حل على المشرع جاب المقتضيات ديال الخاصه، ولكن المشرع احال الى اونفوا ديال حل على بعض المقتضيات المعمول بها في قانون الشركات المساهمه على عفوا على الشركات ذات مسؤوليه محدوده. والمشرع بهذا موجبات القانون ديال 05/96 كذلك حدد كذلك العقوبات او المسؤوليه المدنيه وكذلك المخالفات الزجريه. بالاضافه الى هذه القوانين الخاصه هي قانون الشركات، كاين هناك مدون التجاره كذلك جابت لنا بعض المقتضيات. هذه بعض المقتضيات منها المواد من 62 حتى 68. هو اول مره تتحدث الشركه وتمشي التقييد ديالها في السجل التجاري، يمكن ان المسيرين يرتكبوا بعض الاخطاء او عدم القيام ببعض الواجبات. في هذه المرحله ترتب مسؤوليه مدنيه وترتب جزاءات. هناك كذلك وهذا هو اللي خطير وهو اللي مهم اللي خصنا نشوفوا مع السحر، هو باش يقول لنا وجهه النظر ديالو هل يقدر تسميها عليه ولا لا، وهو في حاله التسويه او التسويه القضائيه. صعبوا بانه في حاله لا ليكيداسيون ولا لو غودريسمون ديال السوسيتي كاين واحد المساله واحد الجزاء حدد المشرع، وهو ان المحكمه اذا اقتنعت بان ما آلت اليه المحكمه كان بسبب خطأ من اجهزه السير، فالمشرع خول للمحكمه ان تعاقب المسير بماذا؟ بتحميلهم خصوم الشركه، يعني الخصوم يعني ديون الشركه تحمل لمن؟ للمسيرين. وفي هذا الاطار هنا تفتح كذلك في مواجهه المسيرين مسطره ديال التسويه القضائيه او التصفيه القضائيه حسب الاحوال. تفتحوا مسطره حسب الاحوال مسطره التسويه. طبعا هنا تفتحوا في مواجهه مسطره التسويه القضائيه ولا ما اداش وخلي السماتين تفتح في مواجهه مسطره التسويه القضائيه. لاحظوا على انه تفتح في مواجهته بصفته شخصيه وليس بصفته مسيرا بصفته مثلا احد اعضاء الشركه، وانما اعتبار على انه قد ارتكب خطا كان سببا يعني في التسيير، كان هو السبب وراء فتح يعني ما آلت اليه الشركه من اوضاع سيئه. فالمشرع خول للمحكمه ان تفتح مسطره اللحظه، رغم ان لاحظوا على ان مسطره هي التسويه القضائيه غير اسمه هي اجراء وقائي الغايه منه يعني الحفاظ على استمرار الشركه، هذا هو الغرض من التسويه القضائيه. ولكن في حق المسيرين تعتبر جزاء، تعتبر عقوبه. في حق الشركه هي آلية وسيله للحفاظ عليها لضمان استمراريتها للحفاظ على مناصب الشغل، ولكن في حق المسير تعتبر عقوبه. لماذا؟ لانه نبحث عن امواله الشخصيه ونجلبها الى المقاولة لاداء ما عليها من ديون. بالاضافه طبعا الى هذه العقوبه الماليه كاين هو عقوبات تجاريه، مثلا سقوط الاهليه. سقوط الاهليه التجاريه ما يبقاش عنده الحق انه يمارس التجاره خلال واحد المده معينه سيحددها الحكم. بالاضافه الى هذا الشق المدني كاين هناك كذلك العقوبات الجنحيه واللي نص عليها المشرع بموجب هذا القانون، وكاينه في القانون الجنحي. ولكن كما قلت لكم في البدايه على ان تكون عندنا قانون عام وقانون خاص فنصدقوا يعني ان الاولويه التطبيق تكون الى النص الخاص. واهم الجرائم اللي كاينه هنا اللي جابها المشرع اللي اكدها في القانون ديال مدن التجاره هي التفالس. يعني التفالس لا فايده اذا التفالس معنى على انه لاحظوا على ان الشركه باسباب التسيير تعرف مصنوعه من الصعوبات من المشاكل، ولكن اذا ثبت على ان هناك تصرفات يعني تصرفات حيث يقولوا قصد يعني كان هناك واحد القصد من اضرار الشركه او يعني جرها الى هذا المستوى، فهذا يعتبر تفلسا
ويتابع يعني المسيرين من أجل ذلك. لن أطيل عليكم يعني سنحتفظ مثلا إذا كاين شي توضيح الأسئلة حول المسألة هذه، ونترك المجال لسيدي الحبيب بالحديث عن مسألة التأديب. وشكرا. Des cas d'exemple qui sont présentés ailleurs. En France, il y a la publication des arrêtés de la Cour de cassation sur des jugements de demandeurs sociaux. Il y a des cas d'encaissement des créances exigibles. Quelqu'un qui dit ah, je le connais, il est très gentil, il n'y a pas de problème. Hein. Donnez-lui plus de délai, alors que le délai normal est de 60 jours, 90 jours. Il se trouve qu'il n'a pas payé. Il y a des cas qui se sont présentés au Maroc. Je ne sais pas comment ils vont finir, mais il y a plein de cas où on n'a pas réclamé les créances à des personnalités. Qui est responsable, c'est le dirigeant, quelle que soit sa personnalité. Donc le dirigeant, il est en droit de faire son travail. Maintenant, cette personnalité, à lui de user son pouvoir pour ne pas payer. Accorder des salaires aux commissions disproportionnées quand on est en situation difficile, parfois on veut juste vendre, pas de marge, etc. On dit, allez, on augmente les commissions, on y va, etc. Je ne sais pas, c'est un cas où la société commence à vivre des difficultés, donc il fallait peut-être remonter au conseil d'administration, donc après à l'assemblée générale, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait, on est dans une situation de difficulté. Et exécuter des opérations spéculatives, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pas mal de sociétés commencent à spéculer sur les terrains. Pourquoi? Parce qu'on a un terrain, alors que ce n'est pas du tout l'objet. La spéculation sur les devises. Les sociétés de trading, est-ce qu'elle a le droit de spéculer sur les devises? Non, on n'a pas le droit. Elle a le droit de fixer la devise, oui. Quand on fait une importation, je sais quel est le prix d'importation. J'achète le dollar ou j'achète l'euro, je le fixe pour savoir à quel est le prix que j'achète. Mais je ne vais pas faire des swaps. Je ne vais pas acheter des dollars pour le vendre quand il va augmenter, etc. C'est bien quand il augmente, quand il baisse, c'est un cas de faute de gestion, parce que ce n'est pas prévu dans les statuts. Dans vos statuts, c'est prévu le trading. Accorder des crédits, des délais de paiement sans garantie suffisante. Par exemple, on fixe des délais pour les clients ou des montants pour les clients, 100 000, 200 000, et pour quelqu'un, on dit ah, c'est pas grave, on y va, on lui donne 1 million de dirhams, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il pèse réellement, ce monsieur? Est-ce que son fonds de commerce pèse le montant que vous lui avez accordé? Non. Donc, responsabilité. Engager des dépenses exagérées qui ne sont pas en rapport avec les moyens de la société. Négligence en ce qui concerne le devoir de participer activement à la gestion de la société. Quelqu'un qui s'absente tout le temps, un administrateur, c'est un poste de prestige, on lui a dit vous vous joignez au conseil d'administration? Ah oui, effectivement. Quel est le montant de jetons de présence? C'est tel montant. Allez-y, on y va, très bien. Il n'insiste jamais. La société est en difficulté, les torts, les absents, ils ont tort, donc il est responsable. Des actes exécutés par les administrateurs sortant de l'objet social, donc ça j'en ai parlé déjà. Donc qui peut agir contre les dirigeants? La société a qualité pour agir. Donc la société, comme j'ai dit la société, quiconque dans la société peut mettre en cause la responsabilité d'un dirigeant. C'est ce qu'on appelle l'action sociale par les dirigeants pour le compte de la société ou par un ou plusieurs actionnaires pour le compte de la société. Les actionnaires, pour leur propre compte, c'est l'action individuelle ou action collective, association d'actionnaires, etc. Quand ils se sentent lésés. Les tiers, un créancier, un client, un concurrent, le fisc en cas de fraude pour récupérer les impôts d'entreprise, en cas de banqueroute, les syndicats, le ministère public, c'est-à-dire le procureur, l'État, par toute personne qui a intérêt à agir. Maintenant, on va rentrer dans